Bonjour, docteur Pénoël. Bonjour, papa. Comment ça va en cette nouvelle année? Bonjour Magali, bonjour à Strasbourg. Eh bien, ça va très bien et on souhaite vraiment la plus belle année possible à toutes les personnes qui maintenant s'intéressent à ta chaîne YouTube. Voilà, on va dire bonne année, puis bien sûr bonne santé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très en vogue, notamment dans les personnes qui creusent un peu dans l'aromathérapie. C'est le sujet de la toxicité des huiles essentielles. Alors, c'est un très vaste sujet. C'est un très vaste sujet. Tu me disais à l'instant que la science de la toxicologie, en fait, c'était un domaine extrêmement vaste et qu'il fallait distinguer différents types de toxicologie. Il y a la toxicologie aiguë, chronique, et après tu m'as parlé de la toxicologie qui était, donc il y a la des huiles essentielles qui peuvent être neurotoxiques, hépatotoxiques, néphrotoxiques, enfin j'ai un petit peu parlé avec toi avant d'enregistrer ce Zoom, et la complexité, elle est juste immense. Alors je vais te laisser un petit peu prendre la parole à ce niveau-là. Les huiles essentielles, est-ce que c'est toxique? Alors, je vais faire la réponse que disait Paracels. Tout est poison, rien n'est poison, tout est question de dose. Bon, quand on a dit ça, on a dit beaucoup, on n'a pas dit assez. La première chose qu'il faut comprendre et que toutes nos amis et nos amis doivent vraiment comprendre, c'est ce que je disais dans mon petit livre, qui ne prétend pas être un traité de toxicologie, mais plutôt une prise de conscience de choses élémentaires, c'est que une huile essentielle, ce n'est pas un produit naturel. D'accord. Quand je me promène dans la nature, je ne vais pas voir un flacon de titri qui pend à l'arbre, un flacon de lavande qui sort de la terre. C'est le résultat du travail de l'être humain. Tu as ton paquet sous la main, Magali? Un paquet d'œufs. De ce qu'on met dans la cuisine quand on cuisine. Tu l'as amené ton paquet que De tu quoi? De cuisines. sel? Ah oui, voilà. Et moi, j'ai Est-ce un que tu... paquet de sel bio, bien sûr, hein. Voilà. Ouais. Mais dans la nature, le sel, ça n'existe pas. On a des marais salants, on évapore l'eau et on recueille le sel. Si tu avales comme ça des cuillères de sel, déjà tu vas te brûler la gorge, l'œsophage, l'estomac, et ensuite tu vas bousiller tes reins, tu vas mourir. Alors, est-ce que tu vois une tête de mort sur ta boîte de paquets de sel? Écoute, j'ai beau regarder, je ne vois pas de tête de mort sur mon sel. On est devenu tellement habitué à cet ingrédient qu'on suppose que les gens ont du bon sens. Mais dans l'absolu, on dit principe de précaution, on peut tuer avec du sel. Hmm. Euh, le sucre, ça n'existe pas dans la nature. On prend de la canne à sucre, on prend de la betterave, et c'est pareil, on concentre ce sucre. Et bien, si tu commences à manger du sucre à n'en plus finir, tu vas te créer un diabète et tu vas mourir de ton diabète. Bon, il faudrait mettre une tête de mort sur le paquet de sucre. Et donc, moi, ma question de départ, c'était les huiles essentielles sont toxiques. Et toi, tu me réponds, bah, tout est potentiellement toxique dès lors où on ne respecte pas la dose. Alors, je vais Voilà. te dire, et l'eau alors? L'eau aussi, ça peut être mortel? Bah, bien sûr, parce que tu as une limite. Si tu forces, normalement, tu as la soif. Mais imaginons dans une chambre à torture, on te met un entonnoir et on te met de l'eau. Tu vas avoir un œdème cérébral et tu vas mourir. Tu comprends? Ou quelqu'un peut se suicider. Donc, l'eau, on peut mourir en prenant un excès d'eau comment ça fonctionne? Parce que ton système d'élimination, il a une limite. Si tu vas Hmm. au-delà de cette limite-là, ça va créer un œdème, notamment au niveau du cerveau, et à ce moment-là, tu meurs par un œdème cérébral. Donc, tout est une affaire, effectivement, de respecter des régulations. De ne pas dire qu'on va D'ailleurs, interdire. je me permets de te couper, mais le petit livre que tu as écrit, le titre, c'est bien Mon code de sécurité aromatique. Donc, avant d'utiliser des huiles essentielles, c'est comme conduire une voiture. Ce serait peut-être pas mal de passer un permis de conduire. Enfin, avant le permis, le code peut-être. Voilà, donc il y a la partie théorique, c'est déjà le code, et la partie pratique, bah, c'est d'apprendre concrètement qu'est-ce qu'on fait. Je pense que l'élément le plus important, d'une certaine manière, et qui se distingue de ce que disent les autres livres, c'est qu'il y a des cas où je respecte le code, c'est les cas en général, puis il y a des circonstances dans la vie, si je respecte le code alors qu'il y a une urgence absolue, eh bien la personne que je transporte, elle va mourir. Donc quelquefois, il faut dépasser ces règles d'une manière bien sûr raisonnable et intelligente, mais les règles existent dans les cas courants et il faut savoir, dans les circonstances sous lesquelles on doit les dépasser, et bien à ce moment-là, je peux aller à 90 km/h et pas à 50 parce qu'effectivement, il faut que j'arrive à l'hôpital et ainsi de suite. Tu prenais l'exemple de si celui-ci, c'est une maman voilà, qui va faire ses courses, eh bien, elle va respecter la limitation de vitesse, mais si tu es un pompier
ou un ambulancier, tu as intérêt à aller plus que 50 km/h si tu veux sauver des vies. Donc là, c'est vraiment, voilà, on va dire, c'est dans des cours avancés où on apprend quelque part à aller au-delà de certaines limites, mais on sait pourquoi on le fait. Et déjà, on a cette compréhension intellectuelle avant de passer à l'action. Donc ça, c'est important. Donc, on peut mourir. En fait, tu es en train de dire les huiles essentielles peuvent être toxiques dès lors où on dépasse une dose. Ça, c'est un cas. Donc, n'importe quelle huile essentielle peut être toxique dès lors où tu dépasses une dose. Mais en revanche, il y a des huiles essentielles qui sont toxiques même sans dépasser une dose. On pourrait dire une toxicité intrinsèque. Tout à fait. Par exemple, j'aime bien cet exemple-là parce que, en plus, ça ne figure pas sur la liste classique des huiles essentielles interdites à la vente au public. Et c'est l'exemple de l'amande Pouliot. Moi, j'ai été effrayé parce que sur un site d'un laboratoire français, vendu en 30 millilitres de l'amande Pouliot, sachant que d'une part, il y a cette pulégone, qui est une cétone très neurotoxique, et encore pire, cette pulégone dans le foie, elle n'est pas bonifiée, mais elle est toxifiée, elle se transforme en menthofurane qui détruit le foie. Et on voit ça vendu en 30 millilitres sur un laboratoire français. Moi, ça me fait ici parce que le jour où il y a un accident, tout le monde va en pâtir. Il y a bien des gens qui attendent les accidents pour pouvoir supprimer ce qui les dérange. Donc, à nous à créer notre propre police intérieure. C'est pour ça le travail que tu fais, Magali, que tu proposes, que tu diffuses et que tu offres. Je dirais, c'est un travail de protection pour l'ensemble des aromathérapeutes et des passionnés des huiles essentielles. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé cette charte de sécurité intrinsèque, ça veut dire d'huile essentielle amie. On travaille principalement avec des huiles essentielles dont on a vérifié la non-toxicité, on va dire. Donc ça, c'est vraiment notre travail. Moi, je dis comme ça, on choisit des huiles essentielles qui vont être dures sur le problème et douces sur la personne. Et ça, je trouve que c'est très important parce que souvent, on nous dit prends des huiles essentielles fortes, l'origan, la cannelle, mais tout de suite après 2-3 jours, tu arrêtes. Pourquoi ne pas aller chercher une essentielle qui va être douce, douce sur la personne, mais dure sur le problème. Donc ça, c'est tout notre travail, notamment avec certains origans, comme l'origan caliteri qu'on a sourcé en Bolivie. Alors, je te laisse poursuivre. Vas-y, continue. Alors, il y a un élément important, il faut quand même en parler, c'est que les gens sont toujours avec « Ah, c'est AB, c'est bio, c'est bio ». D'accord ? Le critère bio, c'est déjà bien pour le respect de la planète. Je suis le premier à le défendre. Je suis engagé dans la bio depuis plus de 50 ans et tu le sais bien. Seulement, une huile essentielle parfaitement bio, mais qui présente une toxicité intrinsèque. Bon, j'ai pris l'exemple de l'amande Pouliot. J'aurais pu prendre la sauge officinale, on va en reparler. Je veux dire, peu importe que ce soit bio, à partir du moment où le premier critère, qui est celui effectivement de cette sécurité intrinsèque, n'est pas respecté, le critère du bio n'a plus aucun sens. J'aime bien l'exemple que tu donnes des fois, tu dis le venin de serpent aussi, il est bio. Oui. Bon, tu dis aussi un champignon mortel aussi, c'est bio. Ouais. Voilà, donc je veux dire par là qu'à partir du moment où on a un produit qui est concentré, on n'est déjà plus dans la plante en tant que telle, et ça nécessite un apprentissage qui n'est pas forcément très compliqué, et c'est surtout déjà chaque laboratoire qui devrait faire beaucoup attention à ce qu'il va proposer parce que la liste qui existe, elle est bien sûr importante, mais elle n'est pas complète. Et parce qu'elle n'est pas complète, eh bien, il reste encore des portes ouvertes pour des dangers. Il y a certains laboratoires qui ne respectent pas une espèce d'éthique propre, indépendamment de la législation, et c'est là que ça pose le problème. Alors, ça peut être éthique, mais ça peut être aussi par manque aussi peut-être de connaissances ou de... Tu prenais l'exemple tout à l'heure de l'amande Pouliot, effectivement, c'est quand même la pulégone, cette molécule qui est une cétone neurotoxique. En passant en plus par le foie, elle va... Alors, on sait que certaines molécules en passant par le foie vont être bonifiées, mais là, ça va carrément être dégradé et ça va renforcer cette toxicité. Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport à cette notion-là. Donc, tu me parlais aussi tout à l'heure, donc c'était une véritable science, la toxicologie. Et tu faisais la distinction entre aigu et chronique. C'est évident qu'une toxicité aiguë, il faut vraiment le faire exprès. Je veux dire, ou par accident, ou un enfant qui a trouvé un flacon, qui n'a pas un bouchon de sécurité, qui a avalé un flacon entier, donc là, on tombe dans l'aigu. On peut connaître des cas de personnes qui veulent se suicider aux huiles essentielles. Tout existe. Moi, dans ma carrière, j'ai tout vu. D'accord ? Quand quelqu'un, un enfant, il prend par inadvertance une huile essentielle qu'il a confondue avec quelque chose, toi, tu recommandes de prendre de l'huile végétale pour ralentir la pénétration ?
C'est-à-dire qu'une huile essentielle, ce n'est pas de l'huile végétale. Donc, elle a une pénétration au niveau de l'estomac pratiquement instantanée, surtout si l'estomac est vide, s'il est à jeun. Pour limiter les dégâts, déjà, l'huile végétale va adoucir l'irritation qui a été créée de la muqueuse. Et c'est exactement la même chose avec l'alcool. L'alcool, c'est la même structure. Quand tu fais une petite invitation et que les gens prennent du whisky, de la vodka, etc., qu'est-ce qu'il y a avec des olives, des noix de cajou, des amandes, plein de matières grasses. S'il n'y a pas ça, l'alcool passe tout de suite dans le sang, il va au cerveau et on le sent très bien. Si tu as mangé avec surtout des matières grasses, à ce moment-là, ça ralentit la pénétration. Donc, de la même manière qu'avec quand on boit de l'alcool, c'est bien de prendre de la matière grasse pour ralentir la pénétration au niveau du sang. Il en va de même si par inadvertance un enfant avale une huile essentielle, de lui donner donc un corps gras. Alors des fois on voit le charbon, on voit des choses comme ça, mais toi tu dis que… Alors si le charbon activé, c'est connu puisqu'il adsorbe tout ce qu'il y a, simplement qu'il ne va pas adoucir le côté irritation sur la muqueuse. Donc, à un moment donné, je dirais qu'il faut faire un choix parce que le charbon activé et le corps gras, ça ne fait pas vraiment une bonne structure. Ouais. Donc, tout est à faire après de cas particulier. C'est évident que s'il y a eu une huile essentielle très irritante qui a été absorbée, l'huile végétale est très importante. Excuse-moi, je t'interromps, mais ça veut dire quoi le charbon? Il adsorbe. Tu n'as pas dit absorbe. Non, c'est un phénomène de surface. C'est-à-dire les particules dans lesquelles il rentre en contact se fixent sur la surface. C'est un charbon activé, suractivé, qui a cette capacité de démultiplier la surface d'absorption. Ça, c'est quelque chose qui est très connu. On a vu justement des gens qui voulaient prouver quoi que ce soit. Ils avalaient un poison, puis en fait, ils avaient absorbé juste avant le charbon activé, et le poison était fixé par ce charbon activé, et il sortait indemne. Donc, effectivement. Intéressant. Ouais, c'est intéressant. Si jamais il y a des mamans, des papas ou des personnes qui travaillent avec des enfants, et si jamais ça arrive, c'est important de savoir. Donc, toujours une bouteille d'huile végétale avec soi ou du charbon. Comment tu as dit du charbon? Du charbon activé, on le trouve soit sous forme de granulé ou de comprimé ou de poudre. Je pense que les granulés, c'est pas mal. La poudre, c'est assez difficile, ça gratte la gorge. Les comprimés, c'est trop compact. Que la forme granulée est parfaite parce qu'elle va quand même développer une bonne surface d'absorption sans se bloquer dans la gorge. Ouais, d'accord. Les choses concrètes que je vous donne. Ouais, non, mais c'était, voilà, je voulais faire une petite parenthèse parce que c'est aussi important de savoir se protéger. Donc, on parlait effectivement de toxicologie aiguë et chronique. Donc, tu m'as dit toxicologie aiguë, il faut le faire exprès, enfin, ou par accident. Toxicologie chronique, je veux dire, on ne se rend compte de rien parce que effectivement, tous les jours, on peut prendre une certaine dose d'huile essentielle, puis on n'en sort rien. Le problème, c'est qu'il y a, notamment avec les cétones, un effet cumulatif, progressif, et que la capacité d'élimination de l'organisme, si on en prend tous les jours, va être inférieure par rapport à ce qui est pris. Donc c'est comme une courbe mathématique, et à un moment donné, on peut voir se déclencher un accident neurologique, alors qu'auparavant, il ne se déclenchait rien, parce que le seuil n'était pas atteint. C'est extrêmement important ce que tu dis là, parce que souvent j'entends, je lis des personnes qui me disent quand tu prends des huiles essentielles, il faut faire une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire une pause. Par exemple, tu prends 3 jours d'huile essentielle, tu fais une pause pendant 2 jours et tu reprends. Et j'ai jamais compris pourquoi les personnes disaient ça. Et je crois que peut-être que ça vient cette notion de cétone, c'est-à-dire cette notion de faire des pauses avec les huiles essentielles, c'est simplement avec les cétones neurotoxiques. Mais ce n'est pas forcément valable pour toutes les huiles essentielles, n'est-ce pas? Les phénols aussi, c'est certain que si on les prend d'une manière intensive sur un temps court, ça passera. Si on doit les prendre sur un temps long, à ce moment-là, on va les prendre, comme on dit, à dose filée et bien protégée. Prendre des phénols sur un temps long à des doses importantes, c'est quand même pas concevable. Donc, mettons les monoterpénols. Les monoterpénols, si tu ne fais pas de fenêtre thérapeutique et qu'on est sur des doses filées et qu'on connaît le programme sur lequel on est, ce n'est pas problématique et il n'y a pas d'effet cumulatif, n'est-ce pas? Non, non. Ok, bon, ça c'est important. Donc, l'effet cumulatif des cétones, comment ça se passe? Alors, les cétones sont les molécules les plus lipophiles. Or, le système nerveux, c'est avant tout de la matière grasse. Ce sont des gaines de myéline, ce sont des phospholipides. Et donc, il y a une grande affinité entre ces molécules cétoniques et ce qu'il y a effectivement comme tissu
plein de lipides dans le cerveau. Et donc, on sait très bien que ces molécules passent ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire elles vont vraiment rentrer dans le tissu nerveux, bien plus facilement encore que toutes les autres. Et du fait de cette lipophilie, elles vont s'intégrer vraiment comme si tu mettais de l'huile essentielle dans de l'huile d'olive, tu vois bien que ça se mélange parfaitement. Et donc, cette pénétration dans le système nerveux, si tu as pris un jour ou 2 jours, ça ne posera pas de problème. Mais imaginons qu'il y a une prise d'huile essentielle cétonique, que cette cétone appartienne à la catégorie neurotoxique, on en reparlera après, eh bien, il va y avoir effectivement une accumulation. La vitesse d'élimination est inférieure à la vitesse d'accumulation. Et à un moment donné, le seuil est atteint et on voit se déclencher un accident type convulsif ou perte de connaissance qui est vraiment lié à cet effet de cette accumulation sur du long terme. Donc, si je résume, les huiles essentielles, tu as dit, elles sont lipophiles, ça veut dire elles aiment le gras, n'est-ce pas? Oui, j'ai surtout dit les molécules. Les cétones. Oui. Les molécules, voilà, les molécules, bien sûr, on est dans les cétones. On nommera quelques huiles essentielles à cétones tout à l'heure, surtout les cétones neurotoxiques. Donc, ces huiles essentielles contiennent des cétones. Ces cétones aiment le gras, elles sont lipophiles. Donc, il se trouve qu'au niveau de notre cerveau, notamment la gaine de myéline, on a cette, c'est des corps gras. Comment on pourrait nommer ça? C'est constitué de gras. Comment? C'est des phospholipides. Des phospholipides. Le gras et le gras s'attirent. Donc, ces molécules cétoniques vont se fixer au niveau du cerveau. Et s'il n'y a pas un moment la possibilité pour le corps de se débarrasser de ces cétones, enfin de les éliminer, eh bien, ça va s'accumuler. Et là, on risque quoi? Eh bien, ce sont des convulsions, une forme de crise d'épilepsie, et ça peut être aussi carrément perte de connaissance. Perte de connaissance, convulsion. Ok. Est-ce qu'on peut avoir le nom de certaines huiles essentielles dites neurotoxiques? Parce que certaines cétones sont non neurotoxiques. Oui, alors on va vraiment éclaircir cette chose parce que lorsque le livre était paru, on avait dit que... Alors, excuse-moi, je te coupe, mais on parle de l'aromathérapie exactement, donc que tu as coécrit avec Pierre Francôme. Et donc, dans les années 1990, on avait identifié les cétones comme tout étant neurotoxiques, n'est-ce pas? Une petite seconde. Hein. Donc, en attendant que le docteur revienne, je vous invite, si vous avez le livre L'aromathérapie exactement, eh bien, de revoir les pages où on parle des cétones et puis d'y apporter vos modifications, soit directement sur le livre ou soit sous forme de petites fiches. Voilà, l'aromathérapie exactement. Là, on est en train de faire des mises à jour parce que les mises à jour à l'écrit n'ont pas pu être faites avec l'éditeur. Donc, vous allez avoir les mises à jour maintenant. Bien, donc, à l'époque, dans l'ignorance, il était préférable de mettre un grand panneau de mise en garde, et je pense que ça se comprend tout à fait. Maintenant que les connaissances s'affinent, avec des milliers de travaux qui sont effectués absolument partout dans le monde, dans des universités, dans des laboratoires privés, il est clair que, et c'est une bonne nouvelle finalement, une molécule comme la menthone ou ses isomères isomenthone, beaucoup d'isomères, une molécule, et là il faudrait dire en fait 2 types moléculaires qui sont la carvone, donc dextrogir et lévogir, mais bon, ça on approfondira un petit peu les détails dans des cours plus avancés. En tout cas, on ne les met pas dans les molécules neurotoxiques. Une molécule comme la piperitone également n'est plus mise dans les molécules neurotoxiques. Déjà, ce sont des très bonnes nouvelles. Donc, trois molécules, on va dire 3 cétones non neurotoxiques. Donc, tu as dit la piperitone. Oui, la menthone, l'isomenthone. Est-ce qu'on peut avoir le nom d'huiles essentielles qui sont reliées, par exemple, piperitone dans l'eucalyptus dive? Voilà. La carvone dextrogir, c'est la menthe du Maroc, la menthe nana. Hein. La carvone lévogir, c'est le carvi, hein, carvone, et également une plante qu'on connaît bien quand on fait un petit peu de cuisine avec du poisson, c'est l'aneth. Hein. Et puis, étant donné qu'on utilise bien souvent l'amande poivrée, et que dans l'amande poivrée, il y a non seulement du menthol, mais aussi un taux important de menthone, qui joue un rôle très important, de savoir que la menthone et ses isomères ne sont pas dans la catégorie neurotoxique, c'est quand même une excellente nouvelle. Donc, on peut être tranquille vis-à-vis de ces huiles essentielles, vis-à-vis de la neurotoxicité. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres précautions à prendre, mais on est a priori tranquille sur ces cétones-là. OK, non neurotoxiques. Donc là, c'est des mises à jour.
que j'invite les personnes qui nous regardent à faire dans le livre, donc l'aromathérapie exactement. Et D'accord. également, tu connais une huile essentielle du cèdre de l'Atlantique. On trouve de l'atlantone, d'accord? Et là, nous sommes avec une cétone, mais ce n'est pas une cétone monoterpénique, c'est une cétone sesquiterpénique. Et a priori, cette cétone sesquiterpénique, l'atlantone, ne semble pas entrer dans le cadre de ces molécules spécifiquement neurotoxiques. Donc, tu vois, on apporte beaucoup de nuances, et ces nuances, on verra à quel point, quand on fera des cours un peu plus avancés dans ce que tu vas proposer, on pourra bien sûr détailler. Dans ce cours, on offre ici, je dirais, une vision un peu générale, une mise à jour, une mise au point, des mises en garde quand vraiment ça s'impose, et au contraire, je dirais, des absolutions, des processus d'innocenté quand également ça s'impose. D'accord ? Tout à l'heure, merci papa. Tout à l'heure, tu parlais donc de cette affinité des cétones, donc dites neurotoxiques. Donc peut-être tu vas nous nommer certaines huiles essentielles et peut-être nous parler de ton expérience parce que toi, tu n'as pas fait l'expérience sur des rats de laboratoire, tu l'as vraiment vécu, j'allais dire malheureusement, mais bon, tu t'en es bien tiré. Tu pourras nous partager cette expérience? Tout à fait. Alors, on va d'abord citer vraiment des molécules neurotoxiques bien connues et reconnues, pour lesquelles il y a quand même eu des accidents qui sont retrouvés à l'hôpital. Il y a effectivement la thuione, qui est quand même la grande coupable. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il faut comprendre qu'il y a en fait des isomères de la thuione. Il y a ce qu'on appelle alpha-thuione et bêta-thuione. Et en réalité, alpha et bêta, ça veut dire que dans un cas, il y a une petite orientation, tu vois, vers toi, et dans l'autre cas, une petite orientation vers l'arrière. C'est la stéréochimie, hein, je crois qu'on appelle ça. Voilà. Ouais. C'est pareil pour toi, sur le plan, tu dis c'est la même chose. Mais tu vois, dans un cas, on met un trait pointillé, puis dans l'autre, on met un trait plein. Et ce petit changement de stéréochimie, eh bien, au niveau des réactions des structures nerveuses, ça change totalement la donne. D'accord ? Donc, en ce qui concerne la sauge officinale, en ce qui concerne le thuya, et là, il faut se méfier parce que nos cousins du Canada, quand ils disent thuya, ils disent cèdre, cédar. Alors, tu as parlé du cèdre. C'est pour ça qu'à un moment donné, on avait mis le cèdre en France sur la liste interdite, et après, on a compris qu'il y avait une confusion avec ce que les Américains du Nord appellent, donc, soyons très clairs au niveau botanique. Maintenant, Dieu merci, Quel on a était le retiré. problème? Ils appelaient le thuya, ils appelaient ça cedar, c'est ça au Canada? Ils appellent cèdre le thuya. Ah, d'accord. Donc, en France, on avait dit, on va le mettre sur la liste, mais en réalité, maintenant, on l'a retiré. Bon. Par contre, le thuya fait bien partie de la liste. Bon, l'absinthe, évidemment, fait partie de la liste. L'armoise, toute cette liste-là, on la connaît très bien. De toute façon, normalement, elles ne sont pas vendues en France, normalement. Donc, la thuione, ça, c'est absolument sûr. Il y a une molécule qu'on appelle la pinocanphone, ou l'isopinocanphone, qui est très spécifique d'un chémotype qui est donc l'isope. Et c'est cet isope à chémotype à isocanphone qui est extrêmement dangereux. Il faut vraiment que nos auditrices et nos auditeurs comprennent une chose avec les cétones. Quand tu prends de la cannelle, ça brûle, de l'origan, ça brûle, donc tu es tout de suite mis en danger. La cétone, il n'y a pas plus doux que les cétones. C'est trompeur, c'est trompeur. Tu vois ça dans un film, on dit dans cette phrase des fois, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Tu la mets sur ta peau, tu sens rien, tu la respires, bon, bah, ça n'a pas d'impact irritant comme certaines autres molécules, aldéhydes, etc. Et donc, tu dis, bah, après tout, hein, presque je vais la prendre dans la petite cuillère. Eh bien, le problème, c'est justement que cette douceur, cette absence d'agressivité, de causticité, d'impact au niveau des tissus, elle cache cette espèce de, insidieusement, tu vois, comme un serpent, il va rentrer dans tes tissus nerveux et elle va soit te tuer d'emblée, parce qu'une dose excessive, c'est une toxicité aiguë, on a vu des enfants mourir, ou soit, si c'est une accumulation chronique, bah, si tu perds connaissance et que tu es au volant de ta voiture, tu peux tuer aussi les autres, tu comprends. C'est là le danger. Et toi, tu l'as vécu, cette expérience de cétone cumulative? Alors, ça, c'est spécifique par rapport à une classe qu'on n'est plus tout à fait dans les cétones. On appelle ça des lactones, lactones sesquiterpéniques. Alors, il y a une huile essentielle qui est quand même connue, notamment en France, qui s'appelle l'huile essentielle d'inula graveolens. On dit inule odorante, puisque graveolens, ça veut dire qui sent. Or, cette huile essentielle,
elle contient un taux de cette cétone qui est faible. Donc on pourrait se dire, bon, bah, c'est un taux de quelques pourcentages, c'est pas très très méchant. Alors moi j'ai décidé de faire un travail, non pas par rapport à une maladie quelconque, à une pathologie à soigner, à un trouble à corriger, mais à titre de chercheur scientifique. J'avais décidé d'absorber un total de 6 gouttes par jour de l'huile essentielle d'inodorante. Et en plus, je faisais une séance d'aérosol où je la respirais. Donc ça allait quand même directement par le nez dans le cerveau. Et donc, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, rien, tu sens absolument rien. Et le septième jour, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est en allant faire pipi aux toilettes, tranquillement. Tout d'un coup, j'ai senti que ça n'allait plus et j'ai carrément perdu connaissance. Et juste à ce moment-là, Rosemary passait derrière moi, elle m'a recueilli dans ses bras. Sinon, j'aurais pu aussi bien me fracturer le crâne sur la cuvette ou contre le mur. Donc, tu vois bien que ça ne prévient pas. Mais le moment où ça arrive, de toute façon, ton cerveau n'est plus là. Tu sais, en t'entendant parler, en t'écoutant parler, je reviens à ce que je disais au début. Je pense que quand on entend dire attention, les huiles essentielles, pas plus de 7 jours, parce que sinon il y a des risques, je crois que ça peut venir de là peut-être, parce qu'effectivement, pas plus, ben là on a vu qu'au bout du 7e jour, avec des cétones neurotoxiques, c'était problématique. Mais là, ça concerne une classe bien particulière. D'ailleurs, c'est même pas les cétones, tu as dit, c'était les lactones, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc voilà, juste ceux qui nous écoutent là en ce moment, je voudrais juste attirer le point, l'attention de cette notion de est-ce qu'il faut faire une pause avec les huiles essentielles? Ben, voilà, ça va dépendre vraiment desquelles. Dans le cas des lactones, c'est évident que oui, et dans d'autres cas, ça serait d'autres réponses. Donc on voit là, ce que tu es en train de nous dire, ça prépare un petit peu sur ce quoi tu travailles. Le livre L'algorithme aromatique, ça veut dire on ne peut pas dire tout est blanc, tout est noir. C'est toute une histoire de distinction, d'identification, enfin, il y a du boulot derrière. C'est pas simple. Je vais raconter une autre histoire à propos des lactones. Ouais. Il y a une plante qu'on appelle la catère. La catère, qui fait partie des lamiacées, elle a en fait deux chémotypes complètement différents. Alors, complètement. Il y a une catère chémotype à citral. Bon, citral, ça peut un peu irriter, mais enfin, il n'y a pas de souci de neurotoxicité. Et il y a une catère, c'est un chémotype à népétalactone. Et moi, bon, comme mon métier, c'est les huiles essentielles, donc j'ai accès à toutes les huiles essentielles, même celles que personne ne pourra trouver dans mon travail de recherche. Et donc, j'ai dit, je vais essayer de me rendre compte qu'est-ce que c'est, parce que le taux n'est pas forcément très élevé, mais enfin, c'est présent. Et j'ai dit, me connaissant, je vais essayer avec 3 gouttes. Heureusement, j'ai dit, bon, on va commencer avec 1 goutte. Ça veut dire quoi, me connaissant? Parce que j'ai quand même une capacité de résistance. J'ai fait beaucoup d'expériences sur moi-même. Donc Mais comment excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse. Quand tu dis j'ai une capacité de résistance, ça veut dire quoi? C'est comme quelqu'un qui ferait de la fitness. Toi, tu fais de la fitness aromatique. Explique-moi, c'est quoi? Juste en deux, pas très long. Mais... Je ne veux pas induire mes auditrices et mes auditeurs à faire des expériences. Oui, non, mais juste. Oui. J'ai été capable, effectivement, de faire pénétrer dans mon organisme, que ce soit par la peau, par la respiration, par la voie orale, par la voie anale. J'ai tout essayé. Je suis un peu l'extrême des huiles essentielles, justement parce que lorsque je parle, j'ai vécu dans mon corps bien des guérisons inimaginables à travers, bien sûr, ce que je peux avoir comme épreuve, mais aussi mes patients, mais aussi j'ai créé des épreuves. Tu as bien des savants qui ont absorbé par exemple pour l'Helicobacter pylori, ces 2 médecins australiens à Perth, ils ont absorbé une culture d'Helicobacter pylori pour créer l'ulcère et pour montrer qu'avec la prise d'un antibiotique, ils pouvaient guérir de l'ulcère. Donc, ça fait partie du travail des savants. Donc, papa, à force de prendre des huiles essentielles comme ça depuis 40 ans, à des doses quand même assez importantes, donc tu sais ce que tu fais évidemment, tu es médecin, ça fait 40 ans, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on recommande à tout le monde, mais c'est juste pour montrer un petit peu ce que tu as pu faire. Tu as créé donc des enzymes au niveau de ton foie, donc il est capable d'hydrosolubiliser, enfin je veux dire, il y a des capacités enzymatiques différentes de quelqu'un qui commence juste. Comment ça se passe? Bien sûr, tu sais, on a beaucoup parlé dans la vidéo d'avant de ces fameux cytochromes. On a expliqué que tout le travail au niveau hépathique, pas que pour les molécules aromatiques, c'est vrai pour tes hormones, c'est vrai pour tout ce que tu absorbes, ces cytochromes, en fait, elles vont être générées en fonction aussi de ce que tu manges, de ce que tu absorbes, des médicaments que tu prends. Donc le fait d'avoir intégré les huiles essentielles à ma vie, les molécules aromatiques, depuis maintenant des décennies, il est certain que mes cytochromes, ils sont très actifs et je les maintiens actifs en permanence.
D'accord? Tu vas prendre une personne dans la rue, tu ne vas pas commencer à lui faire ce que moi je fais. Mais j'ai dit, si quelqu'un est devant son poste de télé à manger des cacahuètes et des sandwichs et qui pèse 150 kilos, tu lui fais faire 50 mètres de course, il fait un infarctus. Ça ne veut pas dire que la course, elle est mauvaise. Tu comprends? Je comprends. Tout Ok, doit donc il y a être... vraiment. Oui, je comprends tout à fait. Donc c'était bien. Donc là, tu parlais du nepta. C'était quoi le nom de la plante? La népétalactone, de la Ouais. catère chémotype à népétalactone, avec une goutte, je peux dire que j'ai vécu l'enfer. Bien. Oui. Je vais te dire un autre exemple. C'est quoi l'enfer? Ah non, mais la réaction que j'ai ressentie, c'est bon. Je veux dire, heureusement, j'ai pris qu'une goutte parce D'accord. C'est que pas accessible de toute façon cette plante. Elle n'est pas accessible si on veut en acheter. Ouais. normalement, Ouais. normalement non. Ok. L'autre expérience que j'ai faite, je devais donner un cours en Angleterre à des thérapeutes. C'était sur l'appareil digestif. Il y a une plante qui s'appelle l'accord odorant, d'accord, on appelle calamus. Et donc, dans cette huile essentielle, on va trouver effectivement ce qu'on appelle de l'azarone. C'est aussi cétone. Eh bien, j'ai dû en absorber 2 ou 3 gouttes, quelque chose qui paraît. Eh bien, en réalité, ce qui s'est passé, pour une plante qui a de la digestion, je n'ai pas pu manger ni boire pendant 3 jours. Je n'arrêtais pas de vomir, de vomir, Ah ouais. de vomir. Ah Bon, oui. alors, quand tu fais une petite infusion avec un petit morceau d'accord, c'est rien, et ça peut aider la digestion. Et tu sais, en homéopathie, on apprend les lois d'inversion. Là, dans l'huile essentielle, tu as une concentration de ces principes cétoniques absolument extraordinaires qui ont révélé effectivement une toxicité sur laquelle j'ai bien fait finalement, parce qu'ils te délivrent, y compris l'aromathérapie exactement, on te décrit des tas de propriétés. Alors à la fin, on te signale c'est toxique, mais ça ne devrait même pas figurer dans un livre, parce que, je veux dire, on te donne des propriétés. À quoi ça sert d'avoir soi-disant des propriétés, vu que de toute façon, déjà avec une goutte, tu vas vivre l'enfer. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir. J'ai, je dirais, la chance d'avoir pu expérimenter sur moi-même un certain nombre de vérités expérimentalement, donc ce n'est pas des écrits, là, on sait vraiment de quoi il s'agit. Et j'ai pu aussi bien vivre des expériences fantastiques d'amélioration, de guérison, et puis aussi tous les dangers qui peuvent être inhérents. Donc ma parole, elle a du poids, et je veux que l'aromathérapie continue d'exister. Et c'est pour ça que aussi bien on va innocenter un certain nombre de molécules ou d'huiles essentielles, mais vraiment insister sur des huiles essentielles qui ne figurent pas sur des listes donc de suppression ou d'interdiction ou de contrôle, alors qu'elles devraient y figurer. Si j'étais moi au ministère de la Santé, je serais le premier à allonger la liste. Tu sais qu'à un moment donné, ils avaient mis la sauge est interdite. Tu sais combien il y a d'espèces de sauge, Magali? Sauge, ça veut dire, salvia, c'est un genre. Il y a 800 espèces de sauge, d'accord? Bon, 800 espèces de sauge. Donc, on a après fait attention et on a dit la sauge officinale. Alors, la sauge clarée, elle est complètement innocente. Mais cette espèce de flou, on ne désigne pas une plante par le nom du genre, on donne son nom de genre et son nom d'espèce, et si possible, le nom du motif. Ouais, par exemple, je prends un autre exemple, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui démarrent dans les huiles essentielles. Donc, genre, ça peut être eucalyptus, et espèce, bah, ça peut être Eucalyptus radiata, Eucalyptus globulus, Eucalyptus tegeriana, et évidemment, on n'a pas du tout la même odeur, pas du tout les mêmes propriétés, donc on ne peut pas simplement dire le genre sauge, il faut vraiment spécifier. Bien sûr, et puis même au sein d'une espèce spécifique d'eucalyptus, tu vas trouver différents chémotypes qui vont complètement changer la donne. À propos de l'eucalyptus, tu fais bien d'en parler, Magali, parce qu'en réalité, il existe une molécule qu'on appelle la kryptone. D'accord? Cette molécule est une cétone. On le trouve donc dans l'Eucalyptus polybractea. En fait, tu as un polybractea à cignol, comme toutes les huiles essentielles, et un polybractea à kryptone. Or, la kryptone est extrêmement dangereuse. On n'y insiste pas assez. Et moi, j'ai eu connaissance, parce qu'on dit oui, ça peut servir pour le paludisme, ça peut servir pour les... etc. Attends, ça peut servir, mais à quel prix? À quel risque? À quel danger? La kryptone est très dangereuse et tu ne verras pas sur les listes gouvernementales mentionnées Eucalyptus polybractea chémotype à kryptone. D'accord? Et ça devrait y figurer.
Moi, j'ai connaissance de cas, je ne peux pas tout dire comme ça sur une chaîne publique, mais pour moi, c'est une huile essentielle très dangereuse qui ne doit pas être à la disposition du public de manière comme ça inconsidérée. Je vais revenir sur la pinocanphone, l'isopinocanphone de l'hysope. D'accord. On a vraiment eu des cas d'enfants qui ont absorbé. Encore une fois, c'est très doux, on ne sent rien. Et l'enfant se retrouve à l'hôpital. Il y a eu des cas à Marseille, avec convulsions, avec coma. Sans même, il y a eu des cas mortels. Alors, tu comprends bien que dans l'hysope, tu as l'absolue nécessité de voir très spécifiquement de quelle espèce ou de quelle variété il s'agit et quels sont les chémotypes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu peux trouver effectivement cet isopinocanphone. Tu as quand même aussi des isopes qui contiennent du linalol. Et pour celles et ceux qui s'inscriront, puisque je vais faire une petite offre, je vais expliquer tous les avantages du linalol. Et on va découvrir des choses fantastiques. Et puis, tu as également donc de l'isope qui va contenir une molécule qu'on appelle le linalol oxyde. On va reparler des oxydes avec l'eucalyptol. D'accord. Eh bien, c'est absolument totalement différent. Avec l'isopinocanphone, on va être dans une interdiction. Avec le linalol, on est au contraire avec une huile essentielle extraordinaire. Et avec le linalol oxyde, c'est également une huile essentielle extraordinaire, mais dans d'autres indications très spécifiques, comme la bronchiolite du nourrisson. Donc, cette notion de chémotypie, elle est fondamentale. Si on passe à côté... Et pour autant, je me permets de te couper, et pour autant, cette notion de chémotype est fondamentale, donc on va dire comme ça, on dit de race chimique, comme on dit par exemple le thym vulgaire à linalol, le thym vulgaire à thymol, ce n'est pas les mêmes thym. Pour autant, toutes les huiles essentielles n'ont pas un chémotype. Non, il y en a bien sûr un certain nombre pour lesquels le chémotype va s'appliquer, mais le problème, c'est qu'on a utilisé cette notion de chémotype pour se substituer au fait de connaître la composition de l'huile essentielle. Et là, je dirais c'est plutôt à visée commerciale. Par exemple, si je te dis mon huile essentielle, elle est chémotypée, je devrais dire mon huile essentielle, elle est chromatographiée, parce que ma lavande vraie, elle n'est pas chémotypée. Non, non, non. Là c'était plutôt un argument commercial. Donc, je pense qu'on refera une vidéo sur cette notion de différence. Une essentielle chémotypée, c'est pas, enfin, toutes ne le sont pas. Ça veut dire qu'elles n'ont pas toutes un chémotype. Bon, le thym, ok. Mais voilà, donc je pense qu'on fera une vidéo sur cette notion de chémotype et de chromatographie. Il y a une grosse confusion à ce niveau-là, mais on en reviendra plus tard. Donc, on continue donc, sur cette notion de... Donc là, je parlais de la pinocanphone. L'isope, dans son chémotype isopinocanphone, c'est une huile essentielle extrêmement dangereuse pour lesquelles il y a eu bien sûr des expériences malheureuses, et en particulier avec les enfants. Normalement, c'est exclu. Après, il y a une molécule qui est très connue, qu'on appelle le camphre. Tu connais, hein, tout le monde connaît le camphre, qui chimiquement s'appelle la bornéone. Qu'est-ce que c'est que la bornéone? C'est la forme oxydée d'un monoterpénol qui s'appelle le bornéol. Et bien sûr, on sait que dans le romarin, on a 3 chémotypes, un à camphre, un à verbénone et un à cinéole. Donc, quelque part, tu vois, ici, on a des molécules qui peuvent être problématiques. Mais quand on étudie la toxicité potentielle, nous n'utilisons pas le camphre en tant que tel. Il faut voir quel est le pourcentage de la molécule dans l'huile essentielle. Voilà. Par exemple, la verbénone dans l'huile essentielle de romarin verbénone, c'est pas comme le livre vert aromathérapie exactement le disait, 30%, ça n'existe pas. On a des taux de verbénone qui sont de 5, 6, 7, 8, montés peut-être maximum à 10%. C'est quand même des taux dans les plus courants qui restent en général au-dessous de 10%. En ce qui concerne le cinnol, là, il y a une présence importante. On reparlera aussi du cinnol. Et en ce qui concerne le camphre, eh bien, effectivement, le romarin camphré, c'est celui qui pousse chez nous, hein, près de Narbonne, le fameux romarin de Narbonne. On fait du miel de romarin, les abeilles en raffolent, et c'est excellent. Mais le camphre peut atteindre un taux qui est conséquent, hein, 30, 35, 40%. Alors, là, c'est la voie d'administration qui va intervenir. Ce romarin camphre, on l'utilise surtout sur le plan articulaire et musculaire. C'est excellent vis-à-vis de ces problèmes rhumatismaux, musculaires, tendineux. Et à ce moment-là, il est certain que le risque par la pénétration cutanée est quand même bien plus amoindri et moins risqué que si on se met à absorber une huile essentielle riche en camphre par la voie orale. Donc la
voie d'administration a bien sûr une importance importante. Ouais, donc, si je comprends bien, la toxicité des cétones, elle peut se mesurer déjà à, déjà, est-ce qu'on est dans une cétone neurotoxique ou pas neurotoxique? Combien j'en prends par jour? Est-ce que j'en prends une grosse dose, pas une grosse dose? Ensuite, est-ce que je vais en prendre tous les jours pendant une semaine, donc l'effet cumulatif? Et ensuite, du pourcentage de cétone, de la molécule de cétone, au sein de cette huile essentielle. Parce que si elle est à 2 ou 3%, voire 8%, et qu'elle est accompagnée d'autres molécules qui vont tamponner cette possible neurotoxicité, c'est pas pareil. Donc, il y a déjà 4 critères, si j'ai bien compris. Bien compté. Comment le faire rentrer dans l'organisme aussi. Et comment le faire rentrer dans l'organisme? Est-ce que c'est par la bouche? Est-ce que c'est par la peau? Est-ce que c'est par la voie olfactive? Et en fonction de l'interface utilisée. Donc, en fait, pour vraiment parler d'une certaine neurotoxicité avec ces cétones, ces molécules de cétones, il y a déjà 5 critères à prendre en compte. Donc, il faut arriver à faire le petit algorithme dans la tête, là, du coup. C'est la science de la complexité. Ouais. Si les choses étaient simples, tu n'aurais pas à faire cette chaîne d'éducation du public. Je donnerais des recettes. Voilà. Oui. Ou alors, ce qui est embêtant, c'est que des fois, on commence à avoir tellement peur qu'on dit, c'est fini, plus essentiel. Moi, je vais te dire, la vidéo que je suis en train de faire avec toi, je ne te cache pas que si je démarre dans les huiles essentielles, je me dis, j'ai compris, les huiles essentielles, c'est toxique et je m'arrête là parce que je me rends compte que c'est tellement complexe que pour arriver à ce... Faut pas se le cacher. Faut pas se le cacher. Aujourd'hui, on montre les huiles essentielles comme c'est facile, une recette pour tout. C'est hyper complexe, d'accord? Donc, voilà. Et je me dis, moi, les huiles essentielles, pour moi, c'est non, quoi, suite à cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos où on vous montre qu'en fait, il y a beaucoup de choses possibles, notamment avec utiliser des huiles essentielles dans le côté plaisir alimentaire. Donc, restez quand même avec nous, même si là, on a fait on va dire un point focus sur la neurotoxicité des huiles essentielles. C'est ce que j'ai dit dans mon livre. Quand tu marches à pied, tu vas à 5-6 km/h. Et puis quand tu as un vélo, tu vas plus vite, c'est déjà plus risqué. Et puis quand tu as un cyclomoteur, et puis une motocyclette, et puis une voiture. Donc la seule façon d'avoir une voiture à l'état sûr, tu la laisses au garage. C'est des choix de vie. Moi, j'ai accepté. Tu rentres dans ta voiture et tu écoutes la radio. Et t'es bon là. Et tu ne roules pas avec. Tu l'appelais safe, voilà. Mais bon, voilà. n'achète pas de voiture alors. Ouais. Bon. Donc moi, j'ai décidé que les huiles essentielles feraient partie de ma vie. Comme je sais me servir de la voiture. J'ai appris mon code de sécurité aromatique, j'ai passé mon permis normal, voilà. Et plus tard, tu sais, Magali, je te l'ai expliqué personnellement, tu as des gens, alors tu as parlé des policiers, des pompiers, des militaires, des ambulanciers, etc., bon, dans des circonstances, mais tu as des gens qui effectivement prennent la voiture et ils vont sur des circuits. Par exemple, au 24 heures du Mans, et tu les vois rouler à 300 km/h. Tu en as d'autres qui font des rallyes. Le rallye Paris-Dakar, là, qui a commencé en Arabie, ils se mettent dans des conditions extrêmes. Donc moi, je suis aussi un pilote de rallye, un pilote de course. Ça ne veut pas dire que tout de suite, les auditrices et les auditeurs vont devenir des pilotes, que déjà, ils apprennent bien le code, qu'ils sachent déjà conduire normalement la voiture, et ce sera déjà très bien. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est un petit peu, à mon avis, ce n'est pas quelque chose qu'on va lire souvent sur les forums ou dans les livres, c'est qu'il y a quelque part 3 niveaux d'utilisation des huiles essentielles. Il y a le niveau où je vais l'utiliser parce que c'est bon, dans ma cuisine, je peux tout à fait mettre une petite goutte de menthe, une petite goutte d'huile essentielle de basilic et je fais mes plats, donc le côté cuisine, le niveau qui est accessible quelque part à tous. Ensuite, on a le niveau où on est un petit peu plus dans le côté un peu peut-être pathologie, problématique. Donc là, ça demande un certain niveau de connaissance. Et le troisième niveau, finalement, c'est pas, j'ai pas de problème de santé. En fait, je suis en bonne santé, mais je sais que je vais utiliser les huiles essentielles pour atteindre en fait la performance. Et là, je vais sur mon circuit de rallye et simplement parce que je suis bien et j'ai envie d'aller mieux. Et là, on vise un peu la top performance. Et ça, c'est un autre niveau. Mais c'est vrai que ce niveau de top performance, je le trouve n'est pas trop présent. Enfin, je n'ai pas souvent lu à ce niveau-là. Enfin, si, peut-être dans le côté de l'olfactologie, peut-être l'olfactothérapie, on est peut-être plus dans une montée en puissance. Mais je pense que voilà, c'est un petit peu cette idée. Il y a aussi les cas extrêmes qui sont arrivés chez moi parce que de toute façon, ils étaient condamnés à mort. À partir du moment où quelqu'un, on lui dit vous n'avez plus qu'un mois à vivre, il n'y a plus rien à faire. Et quand tu t'aperçois, bien sûr, dans des techniques d'utilisation des huiles essentielles très avancées, que la personne qui était condamnée, qui fait quand même
10 000 km parce qu'elle vient de voir du bout du monde. Et puis, pendant un mois, tu travailles sur cette personne. Et puis, un mois après, cette personne, elle s'en va faire du ski alors qu'elle était censée être dans la tombe. Il y a quand même des choses à faire. C'est joli. Ah oui, franchement, au lieu d'aller dans la tombe, tu pars faire du ski. Waouh! Ah Tu oui. éclates le cadre, tu comprends? Parce que Ouais, à ce niveau-là, mourir pour mourir, ouais. tu comprends bien, c'est J'imagine que cette personne, elle a dû partir après, qu'elle est décédée, mais que ça a peut-être mis un peu oui, de après, c'était temps. son choix de vie, mais Ouais. d'avoir pu régénérer cette personne qui crachait ses poumons, qui était comme un cadavre ambulant, c'était plus qu'un fantôme, et d'avoir Mm. fait du ski un mois après, c'est pas des miracles, mais c'est simplement la puissance de ces huiles essentielles mis au service de la vie, et quand il reste encore un peu de force de vie C'est dans joli. l'âme de la personne et dans ses cellules, des miracles sont possibles, Ouais. mais ça ne fait pas partie de la formation de base, on est Bien bien sûr. Non, mais d'accord. ça c'est un très bon exemple. Moi, ça me touche d'entendre ça, parce que c'est vraiment la vie qui appelle la vie. Tu emmènes des molécules de vie. Il ne faut pas oublier que les huiles essentielles, elles, quand même toute cette photosynthèse, cette puissance du soleil, solaire et lumineuse, et qu'on met en relation avec la vie. Je trouve ça très beau. Il y a un point quand même extrêmement important, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo, c'est que toi, tu as écrit mon code de sécurité aromatique en 26 points, mais tu as aussi ajouté un 27e point à la fin. Et ce 27e point, c'est cette notion de dire, moi, je guéris les gens. Et toi, tu dis, on ne guérit rien du tout. C'est d'abord ton système qui guérit. On en reviendra plus tard, on reviendra sur ce point, parce qu'il y a un danger avec les huiles essentielles, c'est cette notion de toute puissance. Moi, je guéris des gens, je soigne. En fait, pas vraiment. Donc après, c'est toute cette notion, quand on a un certain outil puissant dans les mains, c'est difficile parfois de garder une certaine humilité et de comprendre que la guérison, elle vient pas du flacon, elle vient pas non plus du thérapeute, mais elle vient vraiment de la personne. On fera une vidéo là-dessus si tu es d'accord. Ah ben moi, tu sais que ma passion, c'est la philosophie. Et cette philosophie de la guérison, c'est quand même le travail de toute une vie. Et si tu te rappelles de cette chanson, je crois que c'était Jean Gabin qui chantait je sais, moi je sais, je sais. Et à la fin, il dit moi, finalement, je ne sais rien, mais ça, je le sais. Je Parce que sais que je ne sais rien. La seule chose à dire. chose. Non, mais les gens les plus dangereux, c'est les gens qui croient tout savoir. Ça, c'est dangereux. On sait qu'on a tout à découvrir, d'accord? Il y a un certain nombre de données qu'on possède, et Dieu merci, on les possède, et par rapport à l'immensité de ce qu'il y a à explorer, ben, je pense que c'est au contraire une source de joie et d'inspiration, parce que je peux me dire que si j'ai 24 heures à vivre ou si j'ai 30 ans à vivre, de toute façon, ma vie est remplie par cette soif de connaissance, d'une part, cette aspiration à la compréhension intelligente, et ensuite ce désir de transmettre ce que moi j'ai pu même des fois difficilement comprendre, et par ton intermédiaire aussi, Magali, le rendre plus digeste. Moi, des fois j'ai des éléments un petit peu durs à digérer, puis toi tu vas un petit peu les chop, hein, les réduire, les rendre assimilables. Ça fait en même temps, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc je commence un petit peu à être habituée à ta pensée, à ta façon de faire. Ouais. La coucheuse de la pensée de ton père. La maïeutique. Voilà. Alors, alors, du coup, donc on était sur les cétones. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais rajouter? À un moment, tu as parlé du cinéol aussi. Tu as dit Voilà. bien. Le cinéole qui fait partie de la famille des oxydes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cet atome d'oxygène, qui dans le cas de la molécule cétonique était avec une double liaison reliée à l'extérieur, ici l'atome d'oxygène il est intégré. Dans le cas du 1,8 cinéole, comme dit son nom, il a un bras qui va toucher le carbone 1 et un bras qui touche le carbone 8. Il existe aussi le 1,4 cinéole qui est plus rare. Donc on a toujours cet atome d'oxygène et on sait que cette molécule de 1,8 cinéole, indépendamment de ce côté lipophile, bon, c'est lipophile un peu comme toutes les molécules aromatiques, mais il y a quand même un risque de déclencher des processus au niveau cerveau, au niveau neurologique. Très honnêtement, je l'ai utilisé bien des fois, la molécule de chénol, et dans ma carrière, j'ai vraiment vu le cas d'un enfant d'une dizaine d'années qui, après avoir été massé avec une essentielle, est-ce que c'était un eucalyptus, radiata ou aravinsa, là, ça importe peu. On a toujours des taux de cinéole à 60%. Ouais. Eh Donc, bien, on est sur des taux quand même à plus de 50%. Hein. On ne parle pas d'un taux de cinéole à 8%. non, non. OK. Eh bien, cet enfant a quand même fait un peu un état d'hébétude. Il y a eu des cas qui ont été rapportés également. C'était un laboratoire bien connu aussi qui avait lancé une formule. Bon, c'était un petit peu revu. Donc, il y a une prudence
par rapport à la molécule de l'hallucinol, moins systématique, moins automatique, moins caractéristique qu'avec les cétones, mais c'est aussi important de le savoir, notamment chez des jeunes enfants, et surtout quand il y a eu des antécédents de convulsions. Dans ce cas-là, il faut vraiment être extrêmement prudent. Si tu veux, il y a une histoire aussi de sensibilité individuelle de la personne. Des systèmes nerveux qui seront plus prompts à faire des réactions et d'autres qui le seront moins. Donc, tous ces éléments-là, il faut les tenir en compte. Si il y a eu un enfant qui a fait de la fièvre, qui aurait fait des convulsions, la mère le sait, dans ce cas-là, je pense qu'il faut faire très attention dans le choix des huiles essentielles pour éviter de provoquer un risque supplémentaire. Donc, par exemple, l'eucalyptus globulus, l'eucalyptus même radiata, l'eucalyptus mifi, tout ça, il faudra plutôt mettre de côté. Alors, le sarreau, il est peut-être intéressant ou quand même il y a un taux de cinéole, il faut quand même se méfier. Non, si tu veux, dans ce cas-là, moi j'ai vraiment une huile essentielle que j'affectionne particulièrement et qui reste très abordable, qui est aussi très douce en application cutanée. Et tu le sais très bien, puisque j'en ai beaucoup parlé. C'est en plus une plante sacrée chez un peuple, hein, puisqu'on l'utilise dans une fête bien célèbre. Et c'est l'huile essentielle qu'on extrait de myrte. Alors c'est pareil, dans myrte, il y a aussi plein. C'est vraiment l'arbre typique de la Méditerranée. Depuis la Terre Sainte jusqu'au Portugal et toute l'Afrique du Nord, chaque pays, même les îles, la Corse, la Sardaigne, la Sicile, chaque pays aura pratiquement sa myrte. Myrte d'Algérie, c'est pas myrte du Maroc, c'est pas myrte de Tunisie, c'est pas myrte de Libye, etc., etc. C'est extraordinaire. Et tu sais que c'est le seul représentant de la famille des myrtacées dont nous disposons en Europe. Sinon, les myrtacées, c'est l'Australie, c'est très, très ça, c'est intéressant. Ça peut être intéressant d'utiliser myrte rouge. Myrte du Maroc. Myrte du Maroc. Pourquoi myrte du Maroc? Je vais te l'expliquer. On fait un tout petit peu de biochimie. Tu sais qu'effectivement, tu as un taux de cinéole qui est très correct, autour de 40%, 35, 40, ça reste très correct. Et surtout, tu as la présence d'un ester extraordinaire, et j'en ai parlé dans un des textes, qui est l'acétate de myrténile. Myrténile, oui. Rare, tu comprends? On en trouve. Et comme c'est un ester, automatiquement, il y a un processus de compensation, puisqu'on sait que les esters, d'une manière générale, ont une action effectivement de détente. Et donc, il y a une sorte intérieure à l'huile essentielle, une compensation de l'éventuel neurotoxicité. C'est intéressant ça. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent, c'est très intéressant. C'est un bon pour moi, myrte du Maroc, c'est vraiment un choix prioritaire en aromathérapie infantile. Très intéressant. Écoute, papa, c'est déjà dense. Hein. Moi, je veux dire, là, ce qu'on a dit, ça pourrait être encore découpé en sous-cours, en sous-modules, en sous-vidéos, parce que je me rends compte du boulot qu'il y aurait à faire pour vraiment détailler chaque point. Mais je pense que ça donne déjà une très belle vision de c'est quoi cette aromathérapie intégrative, à la fois scientifique, à la fois qui prend connaissance du corps humain, qui prend connaissance de la biochimie, enfin de toutes ces notions. Par rapport aux cétones, tout à l'heure, on parlait de cétones neurotoxiques, mais toi, tu m'as dit qu'il y a d'autres types de toxicité. Il y a la néphrotoxicité, l'hépatotoxicité, donc ça sera d'autres classes moléculaires. Oui, on étudie en gros, si tu veux, par rapport aux organes. On étudie également l'embryotoxicité, qu'est-ce qui se passe pour l'embryon et pour le fœtus. Donc, c'est la période de la grossesse. On va étudier également la mutagénicité, la tératogénicité, la carcinogénicité. Tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Bien sûr, on le fait pour des molécules issues de la pharmacie, mais on a des batteries de tests qui peuvent aussi bien s'appliquer soit à la molécule elle-même, soit à l'huile essentielle. Et encore une fois, faire une étude sur une molécule isolée et faire une étude sur une huile essentielle, on ne peut pas transposer. Bien sûr. Maintenant, ça donne des... Ouais, ça c'est quand même une notion qu'il faut bien souligner. Prendre en compte le totum de l'huile essentielle ou sa molécule isolée, c'est quand même autre chose. Ouais, ça, c'est très important. Donc là, on a parlé bien sûr des cétones qui étaient donc neurotoxiques, qui aussi, en passant parfois, allaient créer des complications. Et tu me disais tout à l'heure, mais il existe aussi des molécules. Alors, tu parlais des cétones ou pas des cétones qui pouvaient aussi qui peuvent être bonifiées. Dans ces catégories de molécules, il peut y avoir des cétones. Oui. Là, on parle de l'effet contraire, c'est-à-dire de l'effet de protection par rapport à l'épilepsie, par rapport aux convulsions. Et donc là, dans une thérapeutique préventive, alors, ce que je propose, c'est que donc, cette vidéo-là, elle sera disponible. Comme ça, je profite un petit peu pour présenter les masterclass que l'on va faire.
on va proposer donc un abonnement annuel. Et pour toute personne qui aura pris cet abonnement annuel, elles pourront avoir accès à nos cours en ligne avec des tarifs préférentiels. J'appelle ça des happy price. Et en cadeau de bienvenue, pour les personnes qui auront souscrit à l'abonnement annuel, eh bien, on aura cette vidéo que l'on va faire ensemble sur les molécules, les cétones qui, enfin, pas que les cétones, mais les molécules qui peuvent justement protéger par rapport à l'épilepsie et par rapport. Donc, on est déjà sur des niveaux de connaissances assez poussés et inédits, je dirais, parce que ce n'est pas le genre d'information qu'on va trouver au hasard d'Internet ou dans n'importe quel ouvrage. Donc, on est vraiment sur, on va vous livrer là un cours qui est unique en avant-première et qui va parler des molécules protectrices par rapport notamment à l'épilepsie. Et à quoi d'autre, tu m'as dit, à part l'épilepsie? Non, c'est par rapport aux épilepsies, aux convulsions. Bon, si tu veux, la convulsion, c'est un accident, l'épilepsie, c'est une maladie. Oui. Et on va vraiment parler de la neuroprotection avec effectivement ces mêmes molécules aromatiques qui ont été vraiment étudiées, reconnues, répertoriées avec tous les tests pharmacologiques nécessaires. Ça nous montre bien qu'il y a cette espèce d'équilibre. Ouais. Comme je dirais comme conclusion, hein, puisqu'on commence cette année, je ne vais pas dire comme le pape, n'ayez pas peur. Je vais dire gardez la confiance. D'accord ? C'est pas parce qu'on vous amène des connaissances et de l'expérience que vous allez pour autant cesser d'utiliser l'huile essentielle. Restez avec du bon sens. Hein. Quand vous mettez une pincée de sel dans votre nourriture, eh bien, vous n'êtes quand même pas en train de prendre un gros risque. Après, si vous avalez la salière, bon, tant pis, hein. faut assumer. Donc, gardez bien vos huiles essentielles d'une manière régulière, douce, agréable, plaisante, que cette aromathérapie qui s'intègre dans votre vie par plaisir, par joie, soit vraiment quelque chose qui ne soit pas associé à une idée de peur. Parce que le problème de la peur, c'est que de toute façon, elle finit par attirer exactement ce dont on a peur. D'accord ? Donc, restez dans la confiance. Alors, on a la chance pour l'instant d'avoir encore des huiles essentielles. On sait que l'homéopathie vient d'être supprimée du remboursement au 1er janvier. Faisons en sorte qu'on nous laisse l'accès libre et que ce soit par nous-mêmes, notre intelligence, notre discipline et l'information juste qui va circuler, qu'on puisse faire en sorte que le plus possible des incidents ou des accidents seront évités. Voilà. Merci beaucoup, papa. Quand tu parlais à l'instant de garder les huiles essentielles dans le côté plaisir, je rappelle qu'il y a un Zoom qui est disponible qui s'appelle Voix orale et huiles essentielles. Donc, pour ceux qui souhaitent se le procurer, eh bien, il sera disponible sur notre site osmobiose.com. Vous avez accès donc, au cours. Donc, on a un PDF, on a un bonus, on a des questions-réponses. Et puis, vous avez la vidéo en replay également. Donc, vous pouvez apprendre à utiliser 6 huiles essentielles au quotidien, en toute sécurité, pour vraiment commencer à faire ce qu'on appelle une fitness aromatique. En tout cas, merci beaucoup, papa, pour le temps que tu as consacré, pour la précision de tes réponses, en sachant qu'il y en a d'autres qui vont venir. Et là, nous allons faire ensemble, nous allons parler de la neuroprotection grâce aux huiles essentielles. Donc là, on était dans la neurotoxicité. Il y a toujours une chose et son contraire. Et maintenant, on va parler de la protection. Et ça, vous pourrez retrouver, donc pour tous les abonnés, vous pourrez le retrouver en cadeau offert dans votre espace client. Voilà, merci beaucoup, papa. Et puis nous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo, la protection avec les huiles essentielles, la neuroprotection. Merci, à tout de suite.